France 24, LCP, Public Sénat présente. Bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires. L'Union européenne apparaît coincée entre des impératifs contradictoires et des intérêts divergents de ses États membres. Elle doit aussi donner des perspectives d'avenir à sa jeunesse. Et nous en débattrons. Nous débattrons éducation et du programme d'échange Erasmus dans la deuxième partie débat de cette émission. Mais pour commencer, nous prenons la direction d'un grand-duché, plutôt petit mais au cœur de l'Europe, le Luxembourg. C'est 682 000 habitants, pays le plus riche de l'Union européenne, trait d'union entre les Français et les Allemands. Xavier Bettel, bonjour. Bonjour Madame Cavaret. Je rappelle que vous avez été Premier ministre du Luxembourg de 2013 à 2023 pendant 10 ans, libéral aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement dirigé par le conservateur Luc Frieden. Vous êtes inquiet pour l'avenir de l'Europe ? On a déjà donné des meilleures images de l'Europe. Actuellement, quand on voit les positions, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur Israël, vous savez que même pour condamner tout simplement les attaques russes sur notre représentation à Kiev, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le texte, donc c'est sûr que ce n'est pas les plus grands moments. Mais peut-être que c'est aussi l'occasion pour se dire qu'il est le moment de changer peut-être des choses, que ce soit les modes de décision, que ce soit aussi qui représente l'Europe, parce que j'ai vu Madame von der Leyen à Washington. Est-ce que ça n'aurait pas été à Monsieur Costa ou à Madame Kallas? Est-ce que qui fait quoi exactement? Peut-être que c'est aussi le moment d'un électrochoc qui permettrait de se dire l'Europe doit se réveiller autrement demain qu'elle se couche aujourd'hui. Alors on parlait de ce pont que vous faites entre la France et l'Allemagne, le moteur franco-allemand qui devrait carburer mieux avec le couple prometteur Macron-Merz, mais ça patine beaucoup. Alors du côté français, avec une instabilité politique que vous connaissez certainement, un nouveau gouvernement lecornu attendu au tournant. Et puis Friedrich Merz a perdu quelques couleurs depuis son arrivée au pouvoir. Comment vous voyez cela du Luxembourg ? Vous savez, l'Europe, c'est pas la France et l'Allemagne, hein. L'Europe, c'est quand même 27 pays. Et ce que je dis, peut-être que c'est un des moteurs de l'Europe, la France et l'Allemagne, parce que s'ils vont mal, on va tous pas très bien. Mais il faut pas oublier qu'un moteur ne fonctionne pas sans essence. Que j'ai toujours dit qu'on était l'essence sur tous les petits pays, mais on a plein d'autres pays qui ont une importance. Donc je ne veux pas réduire l'Europe au couple franco-allemand. Ce qui se passe, c'est qu'autour de la table, ils ont un impact, que ce soit au niveau industrie, que ce soit économique, qui est plus grand que d'autres pays. Quand on voit Friedrich Merz et Emmanuel Macron lors des conférences de presse et des points communs, on voit qu'il y a un rapprochement, en tout cas, qui n'existait pas avec le chancelier Scholz. Donc il y a quand même un dégel des relations franco-allemandes, donc là, selon les images que l'on peut voir. Mais ce n'est pas parce que là, il y a une instabilité en France, et j'espère que le gouvernement du Premier ministre Lecornu va tenir le plus longtemps possible. Je pense que c'est dans l'intérêt d'avoir une stabilité. Mais on voit au niveau européen qu'il est quand même très dur de trouver des majorités. Vous allez aux Pays-Bas, il va y avoir, comme vous le savez, donc des nouvelles élections. On voit aujourd'hui que ce sera très dur. Et donc, il faut peut-être en France aussi que les politiques arrivent à comprendre que le compromis, le fait de vouloir rallier et se mettre autour d'une table et trouver des discussions est peut-être quelque chose qui fonctionne. Mais l'art du compromis n'est pas une spécialité française. Donc là, j'ai l'impression, Non, c'est sûr. j'espère que le Cornu y arrivera. Il faut dire que d'ailleurs, au Grand-Duché, quand même, vous avez pour vous d'avoir une situation économique plutôt florissante. Votre dette est à peine de 27% du produit intérieur brut national. C'est tout de même 114% en France. Vous allez utiliser ces marges de manœuvre ? Alors, ce qui se passe, c'est que avoir une dette qui reste en dessous des 30%, quand j'étais 10 ans en tant que Premier ministre, ça n'a pas été facile, hein. J'ai eu le Covid, j'ai eu énormément de dépenses qui étaient imprévues, et ce que j'ai fait, j'ai dû faire aussi des mesures impopulaires. Pour un petit pays comme le mien, qui a quand même un secteur financier et bancaire qui est très important, je pense que le triple A, ce n'est pas que les 3 premières lettres de l'alphabet, c'est aussi en fait la crédibilité d'un pays pour son système financier. Donc il est important de le garder. Il y a toujours un travail à faire et des remises en question. Là, on a commencé aussi, ce que vous connaissez en France, discussions sur les réformes des retraites.
pas facile de trouver un accord. Si les gens veulent travailler moins et cotiser moins, à un moment, ça va pas. Alors parlons, Xavier Bettel, d'un sujet qui fâche beaucoup l'Europe, les Européens en particulier, l'accord entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et Donald Trump sur les droits de douane, 15% de droits de douane pour les marchandises européennes, y compris pour les voitures. D'ailleurs, ça baisse pour les voitures. Un accord pas très bien compris, ça vous paraît le bon en ce qui vous concerne ? Alors il y a du pour et du contre. Il faut avouer, hein, il y a du pour, tout simplement, c'est qu'on n'est pas rentré dans cet engrenage de sanctions contre sanctions, et qu'on a une certaine stabilité. Et la même chose, c'est le contre. On a quand même un président américain qui demain peut décider autre chose. Mais nulle part quelque chose par exemple, moi je proposais que, on est dans un accord que l'on signe avec les États-Unis, tout simplement que ce soit 15-0, ce qui est le cas aujourd'hui. Je pense qu'il est pas dingue, mais bon, c'est ce qu'on s'est mis d'accord. Que si les Américains décident de bouger au-dessus de 15, que nous, automatiquement, on se rallie à leurs nouveaux chiffres, pour qu'il y ait quand même un moyen de pression ou au moins une possibilité européenne où ils savent que là, pour l'instant, 15%, c'était la limite vraiment qu'on pouvait accepter, mais dès qu'ils dépassent, qu'on ait des contre-mesures qui soient prises au niveau européen. J'avais demandé que ce soit dans le texte, on m'a dit que c'était pas possible, mais ça faisait partie des choses que j'aurais aimé faire, avoir des garanties. Mais il y en a certains qui tremblent devant toute décision qui peut venir de Washington. Je pense qu'encore une fois, il à la fin du jour, je ne sais pas si les chiffres, américains vont être positifs parce que est-ce que l'augmentation de 15% des produits qui viennent de l'Europe et d'autres, avec des surtaxes, ne vont pas faire que le contribuable, le contribuable moyen américain va payer la facture à la fin? Parce que je ne sais pas si toutes les industries vont déménager aux États-Unis. Il vous dit il y a du pour et il y a du contre. De dire que tout est mauvais, c'est pas bon, dire que tout est bon, c'est pas juste non plus. Mais Je pense est-ce qu'il y qu'on a a, eu est-ce avec qu'on la a le France, justement. choix seulement, Xavier Bettel, de signer ou non avec les États-Unis, puisqu'on veut qu'ils restent à bord à tout prix et aident les Ukrainiens? Et c'est un peu toujours ce qui est en jeu dans tous les deals avec Donald Trump. J'ai certains collègues autour de la table qui disaient que si on n'était pas d'accord sur l'accord commercial, on avait un risque que les Américains, retirent leur aide de l'Ukraine. Et c'est un risque qui existe encore pendant des mois et des années. Est-ce qu'on va tout accepter? Donc je vous dis, il y a du pour et il y a du contre. Et je pense que l'Europe doit savoir qu'elle doit surtout compter sur elle-même. On a un partenaire américain qui est, plus imprévisible que ce que l'on a connu, auparavant, et donc on doit se donner juste des assurances. Moi, je ne suis pas kamikaze non plus, hein. Je ne veux pas être la tête brûlée, du Conseil des affaires, européennes, mais tout simplement, je pense qu'on doit quand même se donner des garanties, et parce que c'est quand même un peu de chantage. Et si on accepte une fois le chantage, est-ce qu'il pourra y avoir des nouvelles étapes, du chantage? Alors parlons de la situation géopolitique avec le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui s'est réuni à la demande de la Pologne après l'intrusion de drones russes sur son territoire. Est-ce que vous croyez à un risque d'attaque plus directe de la Russie sur un des pays membres de l'Union européenne après cette affaire des drones? Comment réagira alors l'OTAN et Donald Trump, qui a été ambigu sur la volonté de Moscou? Je pense que la diplomatie, et maintenant comme je suis chef de la diplomatie, c'est de prôner la désescalade. Je ne vais pas vous dire que, on doit surréagir. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on doit répondre. C'est pour ça que je pense que l'invocation de l'article 4 était une opportunité pour dire qu'on se consulte, pour montrer à Poutine qu'on est là, qu'on est solidaire et qu'on ne laissera pas tomber la Pologne. Mais de maintenant invoquer l'article 5 ou d'aller plus loin, je pense que c'est pas dans notre intérêt, dans l'intérêt de personne, dans l'intérêt de personne. Et moi, mon vœu, c'est vraiment une désescalade, hein, car, aujourd'hui, personne n'est gagnant. Et je tiens à vous rappeler, quand il y a eu le début de la guerre, en Ukraine, je j'avais des négociations, discuté avec, le président Poutine et le président Zelensky au début, et j'ai vu à un moment qu'il n'y avait pas de volonté de paix, de la part du président Poutine, mais qu'il fallait aussi garder un dialogue. Et aujourd'hui, on n'a plus de dialogue. Donc le problème, c'est que l'imprévisibilité du côté russe est grande aussi, mais on doit montrer qu'on est là. La dissuasion, en fait, est quelque chose qui est très important dans ce qu'on appelle diplomatie, défense et dissuasion. Alors, notre chiffre de la semaine concerne l'OTAN, justement. C'est le pourcentage du PIB des pays européens dédié à la défense, avec un objectif de 5% voulu par Donald Trump pour 2035. La France est à 2,05. Le Luxembourg est en train d'opérer une remontada incroyable, Xavier Bettel, avec en 2024 1,1 et aujourd'hui, 2% pour 2025. Vous réarmez au Luxembourg ?
Vous savez, si un jour quelqu'un m'avait dit: «Mais Xavier, est-ce que tu crois qu'on a besoin de ces 2 pour la défense?» Heu, je lui aurais dit: «Non». Heu, j'ai toujours, en tant que Premier ministre, aujourd'hui je suis au ministère de la coopération, j'ai 1 du budget qui sont là pour la coopération, pour aider les gens parce qu'en fait, c'est aider et donner de l'espoir, c'est une des meilleurs moyens d'éviter les conflits dans beaucoup de pays du monde. Mais de 2 j'aurais jamais cru et puis là, il faut qu'on augmente. Mais la situation n'est plus la même. En fait, moi, j'ai fait partie de cette génération qui n'a jamais connu de guerre. Et en fait, on a vécu sur les dividendes, d'une sécurité où on se disait: «De toute façon, les Américains, seront là pour nous protéger» et on voit aujourd'hui que les Américains sont imprévisibles. Bon, lors du dernier sommet de l'OTAN, le président américain a confirmé qu'il serait là pour les Européens, mais il faut qu'il ne veut pas être celui qui paye tout et que donc on doit augmenter, la dépense militaire. Mais vous devez comprendre aussi que le Luxembourg, c'est une armée de moins de 1 000 personnes. En Pologne, dans les pays baltes, les pays de l'ancien bloc soviétique, il y a une compréhension de la population qui est beaucoup plus grande pour avoir un réarmement très important. Donc ici, on le fait étape par étape aussi pour que la population comprenne et pas qu'on évite que des populistes après disent: «Regardez, ils investissent dans l'armée alors qu'ils auraient pu construire un nouvel hôpital, la nouvelle maison de retraite» et cetera. Faut pas donner ce pain aux populistes et donc faire comprendre aux gens que cet investissement, c'est aussi un investissement, en fait, pour les générations futures. Alors la présidente de la Commission européenne voudrait un prêt de réparation prélevé sur les avoirs russes gelés à l'étranger. La grande partie de ces avoirs, quelques 210 milliards, c'est en Belgique. Et puis la France, c'est 1,3 milliard de biens gelés. Le petit Luxembourg, 4,2 milliards. Est-ce que c'est délicat, selon vous, d'accéder à ces avoirs gelés? La 1re condition que j'aimerais, c'est avoir une certitude juridique. Car, j'ai déjà demandé quand j'étais Premier ministre, donc ça date pas d'hier, j'ai demandé d'avoir un avis juridique pour savoir si on pouvait, en fait, pas utiliser, mais confisquer et donner à quelqu'un d'autre. C'est contraire au droit de la propriété. Est-ce qu'une décision politique peut décider de ça? 2e chose, on a demandé, à Kaja Kallas aussi que Christine Lagarde soit invitée en Conseil des affaires étrangères pour justement expliquer quel était le risque systémique aussi pour l'euro. J'ai parlé à madame Lagarde n'a pas été encore invitée. Je pense qu'il est important de l'entendre. Est-ce que du fait qu'une décision politique pourra décider de confisquer quelque chose à quelqu'un et de le donner à quelqu'un d'autre, ne risque pas de donner à des investisseurs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient, saoudis, qu'ils soient émiratis, qu'ils soient d'autres parties du monde, confiance au marché européen en se disant qu'une décision politique, sans, je l'insiste, sans décision de juge, puisse décider de me prendre quelque chose pour le donner à quelqu'un d'autre, sans juge, politique. Et donc j'aimerais savoir ça pour être vraiment sûr, quel sera l'impact que ça peut avoir et en même temps, est-ce que ce n'est pas une invitation pour les investisseurs de dire: «Allez plutôt à Londres ou allez plutôt à Dubaï ou allez à Hong Kong, ailleurs que l'Europe où là, les politiques peuvent décider en fait ce qui se passe avec vos biens privés» et la 3e chose qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un mécanisme de solidarité. Que la Belgique, vous l'avez dit, la Belgique, c'est un budget pour eux. Mais tout le monde dit: «Il faut donner aux Ukrainiens, il faut le retirer» et le jour où il y a un juge qui condamne la Belgique à restituer l'argent, les autres 26, ils font l'autruche. Vous allez pas me dire qu'ils vont tous être à la queue leu leu pour passer à la caisse pour dire: «On va aider la Belgique à payer». Donc si j'ai les 3 garanties-là, qu'il y a une solidarité, qu'il y a une certitude juridique et qu'il n'y a pas un risque d'instabilité de la zone euro, on pourra en discuter. Alors la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico sont sous pression, y compris de la part de Donald Trump, et c'est assez nouveau, pour abandonner complètement leur addiction au pétrole et au gaz russe. Est-ce qu'on va les y aider et puis, parce qu'ils continuent à bloquer l'Ukraine en attendant? Vous savez, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai vu les images, de la réunion avec Kim Jong-un, le président chinois, le président russe, donc et des Européens. Hein, il y avait le Premier ministre slovaque qui était là, il y avait le ministre des Affaires étrangères hongrois qui était là, avec Kim Jong-un qui est quand même, vous allez pas me dire, un exemple de démocrate quand même. Alors on peut pas jouer sur le jeu. C'est comme j'avais dit à certains collègues, pour la journée de l'Europe, moi j'étais en Ukraine. J'étais en Ukraine pour la solidarité ukrainienne et pour la solidarité, en fait, avec l'Europe. J'ai certains collègues qui étaient à la place rouge. Alors, vous savez, on peut pas réécrire l'histoire. Les Russes ont aussi été du bon côté de l'histoire. Les Russes ont libéré les camps, les Russes ont combattu avec nous contre l'Allemagne nazie. On ne peut pas le réécrire, c'est un fait. D'aller sur la place rouge pour applaudir les roquettes, les drones qui risquent de demain tuer des Ukrainiens
peut-être après-demain des Lituaniens, des Polonais, c'était pas la place pour être à Moscou, c'était la place à être en Ukraine. Et si on dit qu'on veut tout simplement arrêter de soutenir l'économie russe pour avoir des sanctions qui fonctionnent aussi, il faut qu'on en paye aussi les conséquences et qu'on en soit prêt. Et ça peut pas être 26 qui fassent tout et un autre qui essaie de bouffer à tous les râteliers, comme on dit si bien en français. Alors, parlons d'un autre gros dossier pour vous. Gaza, la présidente Ursula von der Leyen a proposé de suspendre l'accord d'association avec Israël dans son volet commercial et a proposé aussi des sanctions contre les colons israéliens et les chefs de partis violents. En tant que chef de la diplomatie luxembourgeoise, vous voterez pour ? Alors moi, je peux juste vous dire que ça ne change rien que je vote pour ou je vote contre, parce qu'on a besoin d'unanimité. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a des fonctionnements d'institutions qui ne marchent plus. Donc, il serait important d'avoir peut-être des changements aussi, des discussions à ce niveau-là. Mais bien que la von der Leyen avance là-dessus, parce que pour l'instant, j'avais l'impression que c'était un peu une marche de Saint-Guy, c'était 2 pas à gauche, un pas à droite, un pas en arrière, un pas en avant, de la Commission. Donc déjà, un message important. Et j'espère, en fait, parce qu'elle est commissaire allemande, j'aimerais bien qu'elle arrive à convaincre le gouvernement allemand aussi d'avancer sur la question. Aujourd'hui, on voit très bien qu'on est complètement divisé sur la question. Moi, s'il y a demain, on ne peut pas rien faire. Vous savez, j'étais en contact avec les Israéliens et les Palestiniens. Et il faut que les Israéliens comprennent que s'il y a une reconnaissance de la Palestine, ce n'est pas contre eux. Au contraire, car la paix en Palestine sera la sécurité d'Israël. Et aujourd'hui, de dire que tout dépend de la libération des otages ou d'un cessez-le-feu, c'est de donner au Premier ministre Netanyahou et au Hamas, en fait, en main la décision quand on pourra reconnaître la Palestine ou pas. Donc ce n'est pas un acte hostile par rapport à Israël de vouloir reconnaître la Palestine, et tout simplement d'essayer d'éviter déjà de créer une génération de haine et de terroristes pour les 30 prochaines années, et avec un texte soutenu par les pays arabes qui condamnent le Hamas. Un grand progrès, une déradicalisation aussi dans les écoles, etc., etc. Donc, un impact sur le terrain qui pourrait avoir lieu avec cette reconnaissance. Si on arrive aujourd'hui à avoir un cessez-le-feu et avoir un projet, on va mettre 10 ans à avoir une stabilité, avoir une Palestine qui fonctionne. Mais au moins, on a une perspective. Et le Hamas va tout faire en disant, écoutez, c'est super si vous reconnaissez la Palestine, en se disant que, du coup, ma population va se dire, si le Hamas trouve ça bien, c'est que c'est pas bien. Il va y avoir de l'intox maintenant, et c'est terrible, mais on doit pouvoir prévoir 2 États qui vivent l'un à côté de l'autre et surtout l'un avec l'autre après dans le futur. Merci Xavier Bettel d'avoir été notre invité. C'est l'heure du débat au Parlement de Strasbourg avec nos confrères de la chaîne parlementaire. Bienvenue au Parlement européen de Strasbourg, en cette rentrée où nous allons parler justement éducation, mobilité et formation de la jeunesse européenne. L'Union européenne se targue de forger l'identité européenne à travers un programme phare d'échange à travers le continent, Erasmus+, à destination des étudiants, des lycéens, des apprentis, des Européens en formation continue. Alors quelques chiffres, en 38 ans d'existence, Erasmus a bénéficié à plus de 16 millions de personnes dans l'Union. Il rassemble aujourd'hui 33 pays pour un budget de 26 milliards sur 6 ans. Une enveloppe qui devrait d'ailleurs augmenter de 50% dans les prochaines années, a promis la Commission européenne. Pour autant, Caroline, tout n'est pas aussi réjouissant que dans L'Auberge espagnole, ce film emblématique de la génération Erasmus. Cette réussite européenne cache encore des défis à relever. L'inclusion, par exemple, le nombre de jeunes en situation défavorisée bénéficiant d'Erasmus+, est encore trop faible. Et puis plus largement, l'Europe semble à la peine pour tenir ses objectifs ambitieux en matière d'éducation, avec de fortes disparités entre les États membres. Cet enjeu a pourtant été identifié comme décisif dans le fameux rapport Draghi sur la compétitivité qui fête son premier anniversaire. Alors, où en est l'éducation européenne ? Alors la question se pose pour nos invités. Laurence Farang, chef de la délégation Renew française, rapporteur principal sur le sujet des alliances des universités européennes. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour aussi Victor Negrescu, député roumain du groupe des socialistes et démocrates. Vous co-présidez l'intergroupe Avenir de l'éducation et des compétences pour une Europe compétitive. Enfin, nous accueillons en duplex depuis Bordeaux Nelly Fessot, directrice de l'agence Erasmus+ France. Bonjour et merci d'être avec nous. Un constat d'abord pour vous, Nelly Fessot. Le programme Erasmus+ fait partie des grandes réussites européennes. C'est incontestable, mais en réalité, on le connaît mal. Ce n'est pas seulement un programme d'échange pour étudiants, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux. Effectivement, c'est un programme qui est beaucoup plus large depuis 2014, puisque ce programme a été créé en 1987
Jusqu'en 2014, il ne s'adressait qu'aux étudiants, mais depuis 2014, il s'adresse également à l'enseignement et à la formation professionnelle, au secteur scolaire et à l'éducation des adultes. Et ça, c'est beaucoup moins connu. Donc, la part étudiante est toujours très importante. Dans les 150 000 mobilités que nous finançons chaque année, environ 40% relèvent de l'enseignement supérieur, mais 60% relèvent des autres champs. Il y a 32% pour l'enseignement scolaire, je crois, en France. Ça veut dire que ça peut commencer dès quoi? Dès 3 ans, c'est-à-dire que dès l'école maternelle, on peut mettre en place un Erasmus et beaucoup d'écoles ne s'en privent pas et en bénéficient de façon à forger cet esprit européen dont parlait Caroline de Camaret il y a quelques secondes et encourager les mobilités, puisqu'on sait qu'une personne, enfin un jeune, un petit qui va faire une mobilité dès son plus jeune âge et surtout pendant la période scolaire, va n'avoir qu'une envie, c'est de repartir. Alors, est-ce que la demande, Victor Negrescu, pour bénéficier du programme Erasmus Plus progresse d'année en année? Enfin, c'est en tout cas ce qu'on a constaté. Est-ce que c'est la bonne nouvelle? Ça montre que l'Europe attire. Il y a effectivement une progression en termes de nombre. Et on est content de voir que les gens sont intéressés et qu'il y a plus de jeunes qui veulent participer au niveau scolaire, mais également des professeurs qui utilisent ce genre de mobilité. Donc pour la Roumanie, par exemple, il y a environ 7000 étudiants chaque année qui partent en mobilité. Mais il faut également parler d'une mobilité dans toutes les directions. Parce que ce qui se passe, surtout au niveau européen, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'Est de l'Europe qui vont vers les universités de l'Ouest. Et il y a moins d'étudiants de l'Ouest qui viennent vers les universités de l'Est. C'est quelque chose qui doit être amélioré. C'est pour ça qu'il faut, et on a essayé de promouvoir ça au niveau européen, venir avec des amendements pour ajuster le programme Erasmus afin que ce type de mobilité soit également intéressant pour faire d'autres expériences, d'avoir d'autres expériences, et également soutenir les universités qui sont peut-être moins visibles, mais également faire en sorte qu'on apprenne plus les uns des autres à travers toute l'Europe. Il y a beaucoup de Français qui vont en Roumanie étudier les sciences, des universités de sciences, dentisterie, il y a beaucoup de Français qui viennent en Roumanie, surtout pour les écoles qui sont liées à la médecine, mais ils ne viennent pas en Erasmus, ils viennent directement étudier là-bas. Donc c'est pour ça qu'il faut améliorer ce type de programme. Il y a des choses qui peuvent se faire. Et nous, on a demandé au niveau du Parlement européen de doubler la somme allouée au programme Erasmus. La Commission, pour l'instant, a seulement proposé une augmentation de 50% du budget Erasmus pour le futur cadre financier multiannuel et la négociation va commencer bientôt. Oui. Alors Laurence Fareng, on a parlé de cette idée d'identité européenne. Est-ce qu'on arrive à mesurer est-ce que ce projet-là, qui est derrière Erasmus, il progresse vraiment? Les barrières nationales restent quand même fortes. La mobilité des étudiants européens reste l'exception. 10% seulement font des séjours prolongés. On n'a pas vraiment créé encore cette génération d'eurotrotteurs. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut aller plus loin à travers de toutes les nouvelles initiatives qui sont développées dans le cadre du programme Erasmus, parce que maintenant ça s'appelle Erasmus+, depuis quelques années, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles initiatives. Nelly Faisseau a parlé de tous les nouveaux publics qui étaient concernés, donc ça c'est un fait nouveau. On sait très bien qu'engager les jeunes de la formation professionnelle, de l'apprentissage, c'est vraiment un travail qui doit se faire au niveau d'autres types de centres de formation, mais aussi des entreprises. Donc ça, c'est un travail qui est plutôt de longue haleine, mais qui est mené et qui est très important pour partager la main-d'œuvre européenne demain et donc agir aussi pour la compétitivité. C'est un de nos objectifs clés. Et puis dans les nouvelles initiatives, il y a ce sujet sur lequel je travaille beaucoup, qui est celui des alliances d'universités européennes, qui est là encore très nouveau, il date de 2019, il a connu un grand succès. Et pour rebondir sur ce que disait Victor Negrescu, c'est aussi une manière d'européaniser notre éducation, parce qu'on a une mise en réseau d'un minimum de 3-4 universités européennes qui vont partager les mêmes préoccupations, les mêmes centres d'intérêt, et donc ils vont beaucoup partager de savoir. Par exemple, l'université de ma ville, Pau, et avec Timișoara en Roumanie. Donc c'est déjà un bon exemple des ponts et des passerelles qui peuvent se créer. Pour autant, tous ces programmes sont relativement nouveaux, donc ils ont besoin d'argent. Je suis d'accord, on a déjà fait quand même un pas important dans le nouveau cadre financier pluriannuel. On va voir ce qu'il y a dedans et s'il y a assez.
mais demain, ça doit être renforcé par l'acculturation de tous, les enseignants, les États notamment. Alors, puisqu'on parle d'accord de programme cadre, justement, en juillet dernier, la Commission européenne a présenté son projet de budget pour les années 2028 à 2034. Il promet d'augmenter de 50% le budget alloué à Erasmus+, qui passerait alors à 40 milliards. À cette occasion, la commissaire européenne en charge a dessiné un objectif encore plus ambitieux. On l'écoute. Nous avons besoin d'Erasmus pour tous. Bien sûr, nous ne pouvons pas avoir Erasmus pour tous avec ce seul budget. Mais en fin de compte, la vision est là. Chaque personne en Europe doit avoir une fois dans sa vie une mobilité à travers Erasmus. C'est la direction vers laquelle la Commission souhaite aller. Madame Fessot, justement, Erasmus pour tous, est-ce que finalement c'est un horizon possible, souhaitable? Ça coûterait combien d'ailleurs? Alors c'est tout à fait possible et déjà tout à l'heure on parlait de la dimension sociale d'Erasmus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 40% des étudiants qui partent en Erasmus sont des boursiers sur critères sociaux et c'est à peu près 60% sur l'enseignement et la formation professionnelle. Donc on le voit, Erasmus encourage à la mobilité, y compris de celles et ceux qui sont éloignés du programme. Donc, bien sûr, nous militons également pour un renforcement du budget. Cette hausse de 50% est déjà un très très bon point de départ et on espère que cela se poursuivra dans les prochains mois et durant les 2 prochaines années. Nelly Fessot, vous parlez de ces étudiants boursiers. Pourtant, certains reprochent encore au programme Erasmus d'être trop élitiste. Je voudrais qu'on écoute cette interpellation. Bonjour mesdames et messieurs les députés européens, je suis Aurore Laloux, présidente des Jeunes Européens France. Ma question portera sur le programme Erasmus+. Nous nous réjouissons de l'augmentation du budget prévu pour le programme Erasmus+, dans le cadre de la prochaine programmation pluriannuelle. Nous aimerions savoir comment vous comptez faire pour que ce programme bénéficie à davantage de jeunes, notamment les jeunes ayant moins d'opportunités, les jeunes boursiers, mais aussi les jeunes des lycées professionnels ou encore les jeunes en apprentissage qui aujourd'hui en bénéficient moins. Qu'est-ce que vous répondez, Laurence Faring ? Alors j'ai déjà un peu répondu sur la question des jeunes en formation professionnelle et en apprentissage. Il y a un gros travail qui doit se faire au niveau des entreprises pour lâcher finalement leurs apprentis et leur permettre d'avoir des échanges. Donc il y a un travail que je fais notamment dans une association qui s'appelle Europe Mobility sur ce point et qui doit continuer à être renforcée pour faire de la formation. Et puis il y a tout un volet dans Erasmus qui est le volet de l'inclusion. Or on sait que dans la dernière négociation, ce volet de l'inclusion était relativement nouveau. Et n'était pas quantifié au même niveau dans tous les États membres. Donc on a un certain problème de suivi. Je sais que la France, parce que je travaille beaucoup avec Nelly Fessot, fait ça très bien pour travailler en lien avec des associations, pour les intégrer, mais on n'a en tout cas pas les mêmes critères dans tous les États membres. Et puis dans inclusion, il y a aussi des dimensions différentes, puisque ça peut être inclusion de personnes avec des moyens réduits, mais aussi il y a toute la question qui concerne les personnes ayant un handicap. Donc là, c'est une question de budget, parce qu'on sait qu'on a besoin de plus de préparation, de plus d'encadrants et donc de plus de budget. Donc c'est vrai que le budget à mobiliser, il doit l'être aussi sur ce sujet qui est clé. Victor Negrescu, l'Europe, elle n'a pas de compétences en tant que telle. Hein. C'est chaque pays surtout qui s'occupe d'éducation, mais elle doit assurer quand même la mobilité professionnelle de sa jeunesse. Du coup, elle renforce l'unité, les passeroles, les équivalences de diplômes, licence, master et même le projet d'un diplôme européen valable dans tous les pays. Il est pour l'instant dans les limbes. Est-ce que ça manque ? Je pense que l'Europe peut faire beaucoup plus de choses dans le domaine de l'éducation en respectant également les traités. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont ouverts à soutenir toute initiative dans ce domaine-là. Même les alliances des universités européennes, c'est une initiative française que la Roumanie a soutenue immédiatement. On était le deuxième pays à avoir soutenu la France pour cette initiative-là. Et au départ, on nous disait que c'était impossible. L'objectif est de créer, en fait, avant la fin de cette année, un vrai espace européen de l'éducation où toutes ces opportunités-là seraient disponibles. Mais effectivement, les alliances européennes créent un premier pas pour la création de diplômes européens. Ils travaillent pour l'instant pour
voir comment cela peut se faire. Effectivement, il y a encore des détails à définir. La Commission doit s'impliquer davantage pour faire en sorte que, effectivement, toutes ces promesses-là sont résolues. Mais moi, je suis assez confiant que dans les années à venir, on va parler de plus en plus d'un espace européen de l'éducation où il y aura toutes ces opportunités disponibles pour les étudiants, mais également pour les élèves, parce qu'à mon avis, il faut aller vers les plus jeunes de plus en plus. Alors Laurence Fareng, on parle d'alliance des universités, c'est bien, mais le niveau des universités européennes continue d'être globalement à la peine. Le fameux classement de Shanghai qui est parfois critiqué, qui recense les 500 meilleures universités dans le monde. Les universités américaines et britanniques continuent d'occuper les premières places. Pour l'Europe, la Sorbonne est en tête, 36e, l'Université Paris-Sud, 42e. Et puis l'ENS de Paris, il y a aussi effectivement Saclay. Les Européens financent un autre classement, moins élitiste, mais est-ce qu'on n'a pas quand même un problème de niveau dans cette compétition mondiale de l'enseignement supérieur ? Alors, comme vous dites, on n'a pas fixé les critères, donc c'est parfois plus compliqué d'être les premiers, mais je crois qu'il faut rester fier de notre réseau d'universités et de recherche. Il faut rester fier de ça. Globalement, on peut aussi se référer aux conclusions du rapport Draghi qui disait qu'il y avait quand même un décrochage éducatif d'une manière générale et pas forcément au niveau universitaire mais dès le plus jeune âge. Donc c'est pour ça qu'il y a... C'est un sujet qui est éminemment national. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de parler du niveau européen. Mais prendre conscience ensemble qu'on doit progresser parce qu'on a besoin d'une Europe des Lumières qui travaille sur l'esprit critique, d'une Europe qui est plus compétitive en matière de formation, recherche, innovation, je crois que le constat est fait. Maintenant, on doit tous progresser ensemble, depuis la petite école jusqu'aux universités. Et les initiatives qui sont implémentées, notamment grâce à donc, ces alliances d'universités européennes et demain les alliances d'écoles européennes, tendent à cet objectif. Aujourd'hui, ça reste une compétence nationale. C'est pour ça que c'est compliqué d'avancer, mais je crois que la prise de conscience est faite et que le rapport Letta mentionnait une 5e liberté européenne qui était celle de la connaissance. Et ça, c'est une avancée majeure européenne. C'est vrai que, Victor Negrescu, l'Union européenne s'est fixé un cap ambitieux sur l'éducation, ramener à moins de 9% le taux des sorties précoces du système scolaire, porter à 45% la part des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on se donne les moyens pour y arriver ? À mon avis, on a des gros problèmes au niveau européen. Il y a de fortes inégalités. Par exemple, mon pays est le premier pays en termes d'abandon scolaire. Et donc, effectivement, il y a des opportunités financières. Il y a des fonds européens également dans le plan de renouvellement. Moi, je suis celui qui a réussi à promouvoir un amendement qui recommande aux pays membres d'allouer 10% de leur fonds de renouvellement pour l'éducation. Mais je pense qu'on ne travaille pas assez ensemble. Il n'y a pas un vrai écosystème européen de l'éducation où les experts partagent leurs connaissances et travaillent ensemble pour effectivement combattre tous ces problèmes qu'on rencontre dans nos systèmes. Donc, à mon avis, il faut être un peu plus ambitieux. Il faut travailler davantage avec les pays membres afin de résoudre tous ces problèmes-là et offrir une vraie opportunité aux jeunes à travers l'Europe. Parce qu'à mon avis, l'éducation pourrait être l'argument principal pour les années à venir pour convaincre les gens qu'il faut une Europe unie. Et pour ça, moi, j'attends de la part de la Commission d'avancer sur les promesses qu'ils ont déjà faites. Madame Fesseau, quelles sont les barrières encore pour que les jeunes décident de faire un Erasmus ou partent à l'étranger? On voit bien qu'il y a des freins quand même qui sont forts puisque le taux est si bas. Alors bien sûr qu'il y a des freins, mais il y a d'abord une explosion de la demande à l'issue de la crise sanitaire Covid-19. Donc une pression extrêmement forte de la demande qui fait qu'aujourd'hui, l'agence Erasmus+ France Éducation Formation arrive à peine à financer une demande sur deux. Donc environ 50%. Et pour certains pays, la pression est encore plus forte. Je pense notamment à l'Italie et à la Pologne, où ils sont en dessous des 50%. Donc on le voit, la pression est très forte. On le voit, les freins essaient partout d'être levés. Nous travaillons de manière très étroite avec l'ensemble des directeurs d'agences Erasmus+, partout dans toute l'Europe. Et nous avons des exemples pour diversifier notamment les publics, pour permettre plus d'inclusion, notamment l'exemple allemand, avec la possibilité d'utiliser une partie du Fonds social européen pour financer des mobilités Erasmus.
Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous tous d'ailleurs. Merci. Merci Caroline. Bonne suite de programmes sur nos chaînes. Merci beaucoup.